Le service des impôts vient de publier des statistiques sur l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2024, en disant que ça a été plus dynamique que les revenus. Alors cette publication en termes de timing est opportune puisque nous sommes en pleine discussion budgétaire, et donc ça va donner de l'eau au moulin selon les interprétations de chacun pour les débats sur le bien fondé d'augmenter ou de baisser les impôts. Donc voici la note qui a été publiée. Donc le montant total de l'impôt sur le revenu a progressé de 10%, donc environ 92 milliards d'euros. Alors cette augmentation s'explique principalement par le faible relèvement du barème de l'impôt qui a été augmenté donc basé sur l'inflation, alors que les revenus, eux, ont augmenté de 4,9%, qui s'est traduit par plus de foyers sujets à l'impôt sur le revenu. Mais également donc la plus forte augmentation du montant d'impôt hors barème, notamment tout ce qui va être PFU, et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, plus 40%. Donc sur les déclarations 2025, donc sur les revenus perçus en 2024, 47% se sont acquittés d'un impôt net, donc ce qui est toujours inférieur à la moitié, même si c'est un nombre qui est en hausse de 5%, et celui des non imposés a baissé, puisque comme on disait, donc les revenus ont augmenté plus vite que le barème de l'impôt. Donc ce revenu total a augmenté de 4,9%, grâce notamment au dynamisme des revenus de capitaux mobiliers, donc tout ce qui va être PFU sur les dividendes, les plus-values et autres, et les pensions. Et les réductions et crédits d'impôt donc ont aussi augmenté, donc 9,7%, avec deux explications, donc l'emploi d'un salarié à domicile et la réduction d'impôt liée aux revenus de sources étrangères. Donc il précise que les chiffres sont encore provisoires, mais ça couvre à 99%, donc des statistiques assez fiables. Pour fixer les ordres de grandeur, donc l'impôt au barème, qui représente la quasi-totalité de l'impôt sur le revenu, c'est 99 milliards d'euros, alors que l'impôt hors barème, qui lui est en forte progression, c'est 10 milliards d'euros, contre 0,5 milliards d'euros en 2017. Bon là il faut comprendre aussi que la mise en place du PFU, de la flat tax en 2017-2018, a forcément basculé des revenus du barème vers hors barème. Et les réductions et crédits d'impôt s'élèvent à 20 milliards d'euros. Donc ils expliquent donc l'augmentation des revenus de capitaux mobiliers, qu'avec une forte progression de 32%, pourrait être liée au moins en partie à l'anticipation de la mise en place de la contribution différentielle sur les hauts revenus, la fameuse CDHR. Puisque à l'époque, en 2024, dans le cadre des discussions budgétaires, c'était déjà mis sur la table, mais comme le projet de loi a été bloqué et n'a été voté que début 2025, donc les gens ont pu s'adapter fin 2024, pour ceux qui pouvaient, de se verser des dividendes avant la fin de l'année pour ne pas être sujet à cette CDHR qui n'est applicable qu'à partir de 2025. Bon, et par ailleurs, l'année boursière 2024 a été plutôt bonne, donc c'est aussi une explication d'augmentation des revenus de capitaux mobiliers et donc de l'impôt associé. Donc là, il donne un petit tableau de synthèse sur donc l'impôt au barème et hors barème par décile, donc par tranche de 10% de revenu fiscal de référence et par part. Donc vous voyez ici selon la tranche, et donc le revenu fiscal de référence par part fiscale, qui augmente forcément, et l'évolution associée. Donc on voit que l'évolution est plutôt stable pour le cœur des tranches, mais pour les tout derniers, donc au-dessus du dernier pourcent, l'augmentation a été plus forte. Pour ce qui est de l'impôt au barème, on voit que l'augmentation a surtout été forte sur les tranches intermédiaires, donc les fameuses classes moyennes, ce qui s'explique par le fait qu'une partie d'entre elles sont devenues sujettes à l'impôt, sont rentrées dans le barème, et pour certaines, elles ont changé de tranche, notamment passées de la tranche de 11 à 30%, qui explique donc une augmentation de l'impôt moyen au barème. Pour ce qui est de l'impôt hors barème, l'évolution est plutôt stable, quel que soit le décile de revenus. Même si, bien entendu, pour les derniers pourcents, le poids de l'impôt hors barème est plus fort que le poids de l'impôt au barème, puisque ces derniers pourcents sont notamment et surtout rémunérés par des dividendes liés à leurs entreprises. Alors pour ce qui est des réductions et crédits d'impôt, donc il précise qu'il y a donc deux dispositifs qui ont notamment augmenté, donc l'emploi d'un salarié à domicile et la réduction d'impôt au titre de l'imposition des revenus de sources étrangères, mécanisme visant à effacer une double imposition en cas de revenus perçus hors de France et déjà imposés ailleurs. Alors pour cet aspect-là, moi je vois deux explications possibles. Soit des étrangers sont venus s'installer en France et sont devenus des résidents fiscaux français, mais leurs revenus de sources étrangères, donc on va dire dans leur pays d'origine, ont continué, mais sont devenus imposables en France, mais sujets aux conventions fiscales, avec donc la réduction d'impôt pour ces revenus étrangers. Ou bien l'autre explication, c'est que les résidents fiscaux français ont une part de revenus de sources étrangères qui augmente,
par exemple en déplaçant leur épargne hors de France, ce qui est tout à fait possible, avoir des comptes à l'étranger ou des investissements à l'étranger tant que c'est déclaré au fisc français. Et comme cette part d'épargne et d'investissement à l'étranger a augmenté, de fait, les revenus de sources étrangères ont augmenté et donc cette réduction d'impôts associée a augmenté en conséquence. Et ce qui serait quelque part le signe que les Français commencent à s'inquiéter de leur épargne en France et cherchent à la protéger en l'envoyant à l'étranger. Et ce tableau me réconforte dans mon idée que c'est ce deuxième scénario qui est plutôt à privilégier, car on voit que pour les impositions de revenus de sources étrangères, on a une évolution aussi bien en nombre de foyers que sur les montants de réduction d'impôts qui augmentent de 30 à 35%. Donc on a 30% de foyers supplémentaires qui ont de l'épargne ou de l'investissement à l'étranger et avec des revenus de sources étrangères associés. Et par ailleurs, il précise que 45% des crédits d'impôt profitent à des foyers non imposés. Et une autre information intéressante, donc les foyers fiscaux appartenant au dernier décile du revenu fiscal de référence, donc les derniers 10%, avec les revenus les plus élevés, acquittent à eux seuls près des 3/4 de l'impôt sur le revenu. Donc on a quand même 10% des foyers qui payent 75% de l'impôt sur le revenu, et on a seulement 47% des foyers qui payent en net de l'impôt sur le revenu. On a quand même un impôt sur le revenu qui est, à mon sens, bien trop concentré, avec une assiette trop faible, et c'est très dangereux, parce que dès que des hauts revenus vont partir ou faire baisser leurs revenus, ça va s'impacter rapidement et fortement sur l'impôt sur le revenu au niveau français. Et ce dernier tableau, justement, donne une petite synthèse, toujours par tranche. Et je pense que la dernière colonne intéressante, c'est le taux moyen d'imposition du revenu après réduction et crédit d'impôt, où on voit que pour les premières tranches, on a un taux négatif. En fait, ces premières tranches sont bénéficiaires. Et pour les dernières tranches, le dernier 1%, on voit un taux moyen d'imposition qui est pas loin des 20%, donc pas loin du fameux seuil de la CDHR. Donc voilà, c'est une publication, je pense, très intéressante du service des impôts et qui permet de refixer les chiffres et les ordres de grandeur. À peine 100 milliards d'euros comparé aux 200 et quelques milliards pour la TVA. Mais c'est toujours intéressant de comprendre comment cet impôt sur le revenu est construit et voir comment il évolue dans le temps.